Alors, moi, je t'ai découvert grâce à une galerie de meubles contemporains. Et j'ai trouvé que le mélange était assez surprenant, justement. Et je voulais savoir pourquoi cette galerie? Pourquoi cette galerie avec des meubles contemporains? Alors, ça s'est fait tout à fait par hasard. C'est-à-dire que Stalport, donc le magasin en question, accrochait régulièrement des peintres, plusieurs peintres, comme ça, très différents. C'est la première fois qu'il fait une grosse expo, encore plus une rétrospective, où il expose quand même plus de 150 tableaux. Et notre scénographe Philippe Groff, en fait c'est lui qui était à l'initiative de ce projet de rétrospective, etc. Et de créer un événement, parce qu'il y avait du jazz, il y avait du rock, il y avait des concerts, il y avait le film fait sur Berlin, sur moi, passé en boucle au sous-sol. Donc au départ on voulait projeter le film dans une salle de cinéma avec une expo à la clé. Donc, on voulait trouver un endroit qui pouvait accueillir, ça aurait été au départ une 60aine de toiles, et avec la projection du film. Et puis Philippe, donc, qui est scénographe, s'était dit que c'était l'occasion de faire une rétrospective avec 30 ans de travail. Il connaissait très bien Stalport, donc c'est un magasin où il y a quand même 5 niveaux, et c'est un espace de 2000 m², c'est énorme, avec chaque étage faisant 300 m², donc c'est même à la limite aussi grand qu'un musée. Et donc c'était l'espace idéal, donc il en a parlé au propriétaire du magasin qui était enchanté, qui attendait une nouvelle collection de meubles et draps, qui est quand même une ligne de design italien assez pointue, et qui trouvait l'idée intéressante. C'était la confrontation de l'art et du mobilier. J'étais confronté vraiment, et ça s'est fait comme ça. Donc, je trouvais que c'était assez paradoxal justement parce que tes peintures évoquent un certain milieu social, un certain milieu culturel, comme tu viens aussi de le dire, une sorte de peinture engagée, ou en tout cas qui transmet aussi des idées. Et j'avais ressenti cette espèce d'influence punk, rock, tout à fait. Et parce que ça fait partie de ta vie, moi, ça fait partie de ma vie, bien sûr. C'est-à-dire que moi, j'avais 13 ans en 78, où j'écoutais Dylan et tout ça, mais j'écoutais aussi les Clash. J'ai bien aimé les Stranglers, ça c'est le premier groupe un peu new wave punk que j'ai découvert, donc ça en 79. Mais je n'ai pas encore un look proprement dit punk qui est venu plus tard, où je me suis très vite senti attiré par le rock'n'roll. Et donc forcément c'est une musique qui ne m'a plus quitté. J'écoute aussi bien du jazz que de la musique classique, que du rock, de la chanson. Mais je veux dire, le punk fait partie de mon histoire, de mon adolescence, je veux dire, on ne pouvait pas y échapper, je veux dire. Et j'étais à l'internat Marchand, et le premier punk que j'ai vu en 77, sur la couverture d'un Best ou d'un Rock and Folk, je ne suis plus très bien, c'était les deux journaux rock, les deux références. J'ai vu Sid Vicious avec sa croix gammée, ses cheveux hirsutes, son cadenas au cou, sa bière de Heineken. Je me demandais ce que je voyais, c'était un extraterrestre. On se demandait si c'était un nazi ou si c'était et puis je me suis rendu compte que tout ça faisait partie d'une grande tradition provocatrice, etc. C'était presque un symbole iconoclaste. Donc là j'ai mieux compris. Et puis là je me suis mis à m'intéresser, je trouvais que c'était une musique météorite, il n'y a rien qui ressemblait à ça. Je veux dire, les punks foutaient les profs à nos maîtres de maison à l'internat, nos profs, etc. On se demandait si c'était des voyous, on ne sait pas très bien. Et donc moi je trouvais ça intéressant à ce niveau-là, évidemment. J'ai fait plusieurs concerts emblématiques, je me suis quand même ramassé une bouteille sur la tête, un bracelet clouté qui m'a éraflé la moitié du visage. À l'époque, vous alliez voir un concert punk, alors, on ne savait pas si ça allait se terminer à l'hôpital ou devant une shop dans le bistrot du coin. C'était beaucoup plus violent qu'aujourd'hui. Ah, c'était très violent, c'était très très violent. C'était un peu excitant à cause de ça et un peu flippant d'ailleurs, c'est ce qui créait un peu toute cette aura un peu bizarre, un peu survoltée, un peu excitante, mais c'était un peu, à commencer par les groupes eux-mêmes qui étaient des fois même ingérables sur scène. Je veux dire, les débordements.
Mais c'était assez sympa, quoi. C'était marrant, quoi. Et comment tu définirais ton travail, toi? Plutôt expressionniste, plutôt... Je viens de là, en tous les cas. On sent vraiment cette influence. Je viens de l'expressionnisme allemand, début de siècle, donc moi j'adorais des gens comme Kirchner, Labrück, qui était un mouvement très politique, très expressionniste comme ça, avec Carl Schmitt-Rottulf, avec Haeckel, avec Georges Cross, Max Beckmann. Moi j'ai d'abord adoré tout ça, j'aime toujours bien d'ailleurs. Et puis alors je me suis tourné vers les nouveaux fauves qui étaient les héritiers de ces expressionnistes anti-nazis, considérés par Hitler comme artistes dégénérés. Donc ils continuent un peu cette tradition. Et des gens comme Baselitz, Lupert, Kiefer, Penck et tout ça, moi, évidemment je me suis senti très proche de ça. Et je me suis un peu inscrit, c'est vrai, dans les années 80, à la mi-80, dans cette mouvance, et pour faire un travail un peu plus personnel, peut-être maintenant, plus figuratif aussi, moins déformé, moins caricatural, plus réaliste tout en ne sombrant pas dans l'hyperréalisme. Ouais, je veux dire, ça reste peut-être un travail, je viens d'une longue tradition classique, mais avec des thèmes qui me sont chers, proches de moi, liés à ma vie, etc. Donc, et comme tu disais, qui englobe la musique, la littérature, le cinéma, que j'adore. Et donc tout ça crée une source d'inspiration. Justement, ouais. On va y venir. Voilà. J'ai remarqué aussi qu'il y avait pas mal d'influences historiques, notamment sur l'Allemagne, comme tu viens de le dire aussi, sur les partis nazis, etc. Est-ce que c'est un moyen pour toi de te révolter peut-être contre ça? C'est une sorte de catharsis, de catharsisme. C'est-à-dire que, oui, il y a toujours une approche contestataire, hein, je veux dire, une prise de position. Forcément, quand on fait de l'art, on prend position. Et donc c'est par rapport à l'ambiance environnante aussi, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ce qui s'est passé, c'est vrai. Il y a des toiles politiques, c'est-à-dire que quand je fais une peinture qui dénonce les services secrets russes, appelés plus précisément le FSB, hein, donc là évidemment, là la politique est mise en cause, celle de Poutine, hein, donc où je fais l'agent russe Litvinenko qui s'est fait empoisonner à Londres, qui avait choisi Londres comme terre d'accueil, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le temps des assassins, où il dénonce clairement Poutine, qu'il a eu sous ses ordres quand il était au KGB, etc., et qu'il avait commandité des meurtres. Ça, il le raconte dans son bouquin, tout comme il raconte que Poutine s'est servi des services secrets pour faire péter Moscou en 1999 et pour pouvoir engager une guerre ouverte contre la Tchétchénie, à qui il voulait faire porter le chapeau. Je veux dire, c'est là-dessus qu'il a été élu. Je veux dire, tout ça, il l'explique très bien dans son bouquin Litvinenko. 2 mois après, il est empoisonné. Donc moi j'ai voulu, évidemment, je me suis intéressé au personnage, j'ai lu tous les articles quand on a eu vent de l'affaire, etc. Alors, j'ai acheté des documentaires sur un type qui a fait un film sur lui, alors qu'il était toujours en très bonne santé, etc. Mais il faisait un reportage sur tous ces journalistes subversifs comme Anna Politkovskaya qui s'est fait assassiner aussi, je veux dire. Et donc Litvinenko en tant qu'ex-membre du KGB, et donc il l'a vu mourir, il l'a vu se faire assassiner sous ses yeux, donc alors que tout ça évidemment, tout ça, rien ne laissait présager ce qui allait se passer. Donc moi c'est un reportage, comme dans tout ce que je fais, il faut que je me sente impliqué, et je veux dire, il faut que je sois plus intéressé que ça par mon sujet, il faut vraiment que je sois absorbé. Moi. Il faut presque que ça m'empêche de dormir, j'embête tout le monde avec ça, j'en parle partout, et puis je le peins, voilà. Donc j'en fais une peinture. Ça devient presque une obsession en fait. Une obsession. Je passe par une phase obsessionnelle, où là,
je décortique le truc en boucle, etc. Et la porte de sortie, c'est la peinture. C'est la peinture. C'est la concrétisation de tout ça, quoi. Qu'est-ce qui te donne envie de créer, à part ces faits divers, par exemple? Ben, moi, je suis animé naturellement par un... J'ai dessiné avant de parler. Hein, donc j'ai parlé à 5 ans, ce qui est très tard. Et je dessinais, j'étais pratiquement autiste. Mes parents m'emmenaient chez les pédopsychiatres. Le dessin est un de mes premiers moyens d'expression, avec lequel je n'ai jamais lâché d'ailleurs, j'ai toujours continué, etc. Je me lève le matin, je suis pris dans un rythme effréné là, qui que j'entretiens, évidemment, étant donné que je travaille tous les jours. Tu te nourris de la réalité, du monde La réalité, extérieur? voilà, tout à fait. Mes lectures, du cinéma que j'adore le cinéma, j'adore lire. Donc, et puis alors, il y a mon histoire personnelle à travers tout ça, qui vient s'entremêler, dont je tire directement une source d'inspiration. Hein, je veux dire, ma vie, qui a des fois été un peu tumultueuse. Donc oui, bon. Mais je développe mon centre d'intérêt tous les jours, je passe très vite à autre chose. Une peinture, ça peut venir, je veux dire, à partir du moment où on nourrit son intérêt. Je veux dire, une peinture vous en amène une autre, et puis je m'intéresse à un fait divers, qui va m'amener sur d'autres choses, ou quand je suis en cours de recherche, qui m'amène sur... Enfin, j'ai ici une pile de documentation terrible, il y a en dehors des photos, etc. J'ai des bouquins que j'ai oublié que j'avais, que je tire, et puis bon, paf, je tombe sur des images intéressantes, ou sur des articles intéressants, des bouquins que je lis, et puis paf. Tout ça fait chaque fois l'objet d'une toile. Il y a comme une boulimie de voilà. culture et de... Tout à fait, absolument. Est-ce qu'il y a un moment dans la journée où tu te sens plus apte à créer, plus apte à... Je n'ai pas toujours fait ça, mais depuis 5 ans, je me lève très tôt. Je commence par lire et puis je dessine. Ça, je m'oblige à faire ça. D'accord, c'est une vraie discipline en fait. Oui. Et puis je dessine, je consacre, je vais dire 2 heures, je me consacre 2 heures de dessin. Ouais. Je ne fais que ça. Et souvent, ce sont des avant-projets d'idées que j'ai pour une toile. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de posséder graphiquement le thème que je vais aborder en peinture avec le trait. Et là, c'est une première prise de contact. Et puis alors, il y a l'atelier tout de suite après, qui est en phase 2. Et là, je peins. Ta peinture, elle est un peu à l'image de ta vie, de ton visage marqué, dur, c'est vraiment sombre. Même les portraits ou les autoportraits transmettent toujours une vague de nostalgie, un peu de tristesse dans le choix des couleurs. Et ça paraît aussi parfois déstructuré. Est-ce que tu trouves que c'est à l'image de ta vie, toi? Oui, tout à fait. Et ça, c'est peut-être l'influence punk, ça, quand tu dis déstructuré. Ouais. Parce que le punk, c'était quand même... c'était mettre une sorte d'élégance à travers le chaos. C'était c'est là que, pour moi, se définit cette sorte de poésie-là. C'était quand même... la négligence sublimée, comme je dis. C'était un truc, une métaphore destroy, mais avec une sorte de... qui a permis un vent de liberté terrible, comme ça, qui a ouvert des brèches, notamment à la New Wave, à des groupes peut-être plus intellectuels, plus construits, etc. Mais cette vague punk, elle a ouvert une brèche terrible, c'est que tout était permis, tout était envisageable. Elle a donné cours à la musique industrielle, elle a donné cours comme ça à toutes sortes de choses. Tout ça était à l'état expérimental, mais je veux dire, ça a permis comme ça ce vent de liberté qui annonçait les années 80 et qui foisonnait, qui était très riche finalement. Et il est toujours là, tu crois, ce vent de liberté? Moi je crois qu'on vient de ça directement et que même les groupes actuels, je veux dire, ne renient pas
cette enclave, cet épisode punk qu'il y a eu, je pense que ça restera. C'est quand même un des derniers grands mouvements musicaux intéressants, enfin, important pour moi. Je veux dire, je n'ai plus connu comme ça un embrassement aussi fort. Je crois qu'on vient tous de là. Et en peinture, il ne s'est pas manifesté qu'en musique. Il s'est manifesté dans la littérature, il s'est manifesté dans le cinéma. D'ailleurs, pas mal d'indépendants américains, de cinéastes indépendants comme Jim Jarmusch, avouent qu'ils étaient très présents sur la scène punk à l'époque, etc. Et donc, le punk, c'est quoi? C'est parler du quotidien, c'est parler de... Les héros ne sont pas des héros, c'est des anti-héros. C'est finalement, on fait plus l'apologie de la faiblesse de l'homme que finalement de sa nature héroïque. Je veux dire, c'est toujours un quotidien un peu scabreux, un peu, je veux dire, où tout peut déraper, où même les scènes de la vie quotidienne les plus anodines peuvent devenir les plus insolites et les plus curieuses, quoi. Je veux dire, et donc ça, moi je trouvais ça intéressant. Et en peinture, je trouve aussi que c'est une source inépuisable. Ce concept-là, je veux dire, peut amener sur beaucoup de choses. Mais toi, le monde, tu le perçois plutôt d'une manière sombre ou... Moi, je suis un optimiste. Ouais. Bizarrement, on pourrait croire le contraire quand on voit ma peinture, mais pas du tout. Je crois que l'art est déjà quelque chose de positif en soi. À partir du moment où on en retire quelque chose d'artistique et qu'on en fait quelque chose de créatif, c'est quand même toujours... Moi, je crois que on ne peut pas descendre plus bas. Le ciel ne peut pas s'assombrir davantage. Il a son maximum. Donc je crois qu'on ne peut que remonter. Moi, je crois à la jeunesse actuelle, qui est quand même une jeunesse quand même pacifique, d'une manière générale. Moi, j'ai quand même connu les punks des années 70, 80, qui étaient quand même... Je suis allé très jeune à des concerts punk. C'était quand même assez violent. Là maintenant, le public est plus agressif et moins agressif qu'il n'était dans les années, qu'il n'était en 79-80. Donc moi je n'étais peut-être pas punk déjà à l'époque, mais j'allais voir des concerts, donc je voyais ce qui se passait, j'assistais quand même à des débordements quand même. Il y avait quand même cette agressivité latente, hein, que maintenant, il n'y a plus ça chez les jeunes actuellement. C'est plutôt, le concert c'est une réunion, c'est presque devenu convivial et familial. Je veux dire, les gens viennent avec leurs gosses, je veux dire, il y a une je veux dire, à la limite, là, moi, je trouve ça plus rassurant, par exemple, et je trouve que... Et le rock est devenu plus populaire qu'il n'a été. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est pas mal, c'est à ce niveau-là qu'il y a une belle évolution, et moi, je crois qu'il y a un côté pacifique très présent et très conscient aussi à tous niveaux, au niveau d'écologie, il y a un plus grand respect dans la jeunesse actuelle, moi je trouve, que n'a été les générations d'avant. Je veux dire, il y a une meilleure prise de conscience et au niveau, et puis il y a un pacifisme qui est là. Voilà, donc l'avenir pour moi n'est pas si sombre. D'accord. J'ai remarqué sur pas mal de tes peintures, il y a des traces dégoulinantes, souvent, comme si c'était pas vraiment limité, comme si ça voulait pas être lisse et que ça voulait rester un petit peu sauvage, indomptable. C'est délibéré. Moi, je ne sais pas créer de la propreté. J'ai besoin de me salir, d'être couvert de la tête aux pieds. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que j'ai une plus grande liberté quand je travaille d'une manière brouillon comme ça, que lorsque je dois tout maîtriser. Si, la maîtrise c'est le stade final. Mais au départ, moi j'ai besoin de créer dans le chaos, dans la saleté, donc tout ça, moi je laisse. Il y a des traces comme ça de négligence qui sont des espèces de vicissitudes, des toiles que j'asperge par inadvertance, qui sont finies, qui se trouvent derrière.
Je les laisse, ces traces qui sont là, parce que finalement, elles vivent, elles continuent à vivre, même une fois faites. Je veux dire, elles font partie de mon univers en général. Donc, pourquoi pas, même les objets qui sont en mauvais état, etc. Il y en a qui rachètent non, moi pas. Je trouve qu'ils sont justement plus personnels. Ils ont vécu, ils ont une histoire. Ouais. Et l'étoile, c'est pareil. Moi, je trouvais aussi que ça laissait peut-être aussi entrevoir le moment de création, l'espèce de puissance comme ça et de liberté quand tu peins. Je trouvais que ça... C'est vrai, c'est juste, c'est vraiment une espèce de puissance comme ça. Tout à fait. C'est un peu le Big Bang, quoi. Paf, tout se fait dans l'explosion. Moi, c'est comme ça que je crée. Ça vient d'une impulsion, il y a une espèce de transe dans laquelle je dois me mettre au départ, et paf, et là, bon, c'est pour ça qu'il y a cette énergie, là, je veux dire, j'ai besoin de créer dans l'énergie. Et puis alors, après, bon, les étapes suivantes, c'est on prend du recul, et puis là, ça devient plus technique. Je veux dire, il faut mener à bien il y a des choses que je laisse, par exemple, c'est vrai qu'il y a des coulées, il y a des éclaboussures, tout ça, évidemment, ça fait partie du foisonnement dans lequel c'était créé, donc ça, je le laisse intact. Et créer, pour toi, c'est de quel ordre? Créer, c'est créer une image de soi, interne, qu'on ne voit pas, qui n'est pas perceptible, et qui, justement, c'est rendre la visible visible. Pour moi, c'est là la création, c'est que les gens, que le public puisse percevoir quelque chose qui est totalement inhibé et le voir se manifester sur une toile. Donc, voilà, c'est un besoin. C'est un besoin journalier, et je suis pris dans un rythme que je cultive. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? L'art, c'est un moyen de transformer la réalité. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ce n'est jamais qu'une interprétation. On ne peut plus personnel. Donc, l'art, pour moi, ça peut aussi vouloir embellir le lait. Ça peut aller dans un sens comme dans un autre. On peut faire d'une situation sordide, on peut en faire quelque chose de miraculeux. Baudelaire l'a très bien prouvé, des gens comme Antonin Artaud, des gens comme Bukowski, comme Lautréamont l'ont prouvé, que c'était possible finalement oui, ce n'est jamais qu'une transposition, toujours. Est-ce que pendant que tu es en train de créer tes toiles, est-ce que tu es dans un silence profond ou est-ce que tu es plutôt dans une musique? Je mets de la musique, c'est de la musique rythmée, du rock, c'est Nine Inch Nails, c'est quelque chose qui entretient mon énergie. J'ai besoin d'être soutenu. Moi, la musique rythme ma vie. Je me réveille le matin, je la fais fonctionner, je vis avec en permanence. Donc les arts pour toi sont complémentaires? Tout à fait, tout fusionne chez moi. Je veux dire, l'art visuel, sonore, tout ça tient d'une pièce, quoi. On voit bien, tes peintures sont très très marquées justement par la musique. J'avais vu un tableau de Bowie, j'avais vu, on parlait des Ailes du désir tout à l'heure, donc le cinéma, on sent vraiment que chez toi c'est quelque chose qui... J'aime bien de créer quelque chose d'associer même des thèmes plus populaires à des choses plus pointues. Je mélange par exemple dans une foulée, je sais pas, Antonin Artaud et puis Nicolas Cage et puis Javier Bardem. Des gens qui n'ont qu'un rapport, qui pour moi qui constituent mon univers et ma culture. Donc c'est lié de près à la culture qui m'intéresse, donc plutôt underground, mais des fois des choses mainstream, plus, je veux dire, plus actuelles, puis que je mélange, ça j'adore, mélanger plusieurs univers, plusieurs mondes. Là, je l'ai déjà fait, mais j'aimerais bien réinterpréter ça, enfin assister plus là-dessus, c'est mélanger deux mondes. Par exemple, quand j'étais gosse, j'avais un copain qui avait une espèce de visionneuse dans les années 70, c'était les premiers films en relief, c'était des disques qu'on mettait et puis qui tournaient, et
c'était tiré de Walt Disney, etc. Et on voyait comme ça un mélange de relief. Il y avait notamment un des premiers films où on mélangeait le réel, le dessin animé et les acteurs, c'était après Mary Poppins. Parce que moi, Disney, par exemple, j'ai préféré la série de Comancheni, par exemple, qui était une série avec des acteurs. Et ce que je trouvais intéressant, et ça c'est un peu une régression nostalgique aussi, c'est ce film L'Apprentie sorcière avec ce match de foot où on voit des animaux jouer au foot avec des acteurs. Ça, moi, je trouvais ça magique à l'époque et ça m'a inspiré deux toiles. Une avec Peter Pan notamment, où moi j'ai été élevé en partie chez mes grands-parents qui habitaient Ougré, qui est une ville industrielle, etc., avec des fours à coques, etc. Et avec ma petite cousine, on s'amusait à s'imaginer, à visualiser Peter Pan au bord du lit. On le voyait presque là, comme font les gosses, et finalement ils arrivent à faire apparaître des choses. Et puis longtemps, il y a quelques années, je me suis dit que j'allais exploiter cette idée. Et c'était Peter Pan, tout cela ce malin, qui survole un four à coque d'une centrale. Quoi. Oups. Et moi, ça, je le trouvais intéressant de mêler, de faire un peu comme ce que j'avais vu dans les années 70 avec mon copain, avec la visionneuse, etc. C'était la confrontation de deux mondes. Le monde du dessin animé dans lequel le gosse baigne, etc., toute son enfance, avec le monde des adultes, un monde réel, quoi, bien terre à terre. Quoi. Moi, je trouvais que c'était intéressant de faire ça. Est-ce qu'à part la peinture, tu as d'autres passions artistiques? Est-ce que tu fais de la musique? J'essaie de faire la musique, mais ça n'a pas marché. Je sais pas, moi, ma main, c'est le prolongement de ma pensée. Que me servir d'un instrument intermédiaire, c'est comme conduire une voiture. J'y arrive pas. La mécanique, moi, j'ai eu un problème avec la machine. Sauf la presse à gravure, dont je me sers pour mes... Mais là, ça commence avec... c'est très rudimentaire, très simple, mais j'ai du mal avec un instrument intermédiaire. Quels artistes ont influencé ton travail? Alors moi, il y a eu... le tout premier, c'était Egon Schiele. Là, j'avais 17, 18 ans. 17, 18 ans. Et puis, il y a eu Munch, que finalement, rétrospectivement, je trouve plus fort. Schiele, c'est lié à l'adolescence, etc. Moi, je trouvais que, oui, il était intéressant à ce niveau-là. Et puis, il y a eu Munch, le cri, ça pour moi, c'était le tableau emblématique qui m'a vraiment orienté. Et puis, il y a eu Bacon. Et puis alors après, il y a eu De Kooning, des expressionnistes abstraits américains, comme Franz Klein, Motherwell, Rothko, dans les abstraits, qui est devenu plus zen. Je dirais que dans les abstraits, c'est celui qui me touche le plus avec Soulage. Et puis toute cette lignée des pop art américains, comme Warhol, moi je le trouve intéressant au niveau de l'état d'esprit, qui est un peintre rock, enfin qui est un artiste pop rock, on va dire. Il y a Jean-Michel Basquiat, bien évidemment, toute cette lignée là, américaine, et puis bon, les expressionnistes, bien sûr, allemands, flamands, la Thème Saint-Martin, Permec. J'ai vu que tu avais pas mal de livres, justement, tu veux nous en parler? Alors, il y a Michael Borman. Actuellement, c'est un peintre que j'adore. On n'est pas dans la même lignée, lui est plus réaliste. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce type peint avec la technique des anciens, donc une technique digne d'un Caravage ou d'un Velázquez ou d'un... Mais les thèmes rappellent qui vit à notre époque. C'est-à-dire que voilà, c'est des personnages vus de dos, inconcevables à l'époque, avec des vêtements mis à l'envers. Il y a un concept terrible là-dedans. Il y a ce côté inquiétant aussi, moi qui n'est pas pour me déplaire évidemment. Et puis insolite. Voilà. Et puis alors, il y a voilà. Il y a eu Berwoods, un peintre anversois que je trouvais très fort aussi, qui lui aussi peint son quotidien. Hein, je veux dire, la première toile que j'ai vue de lui, c'était à Anvers, au musée.
c'était des marins sous qui se trucidaient, qui dégomillaient, qui buvaient, etc. Il y avait tout ce côté, à travers ce langage baroque, moi que je trouvais très intéressant, très autobiographique. Et alors, il y a des peintres, il y a des plasticiens comme Édouard Levet, qui n'ont absolument rien à voir, qui sont d'un registre plus conceptuel, voilà, qui est un écrivain, photographe, plasticien, qui a fait des vues d'un petit village français qui s'appelle Angoisse. Bon, je trouve ça assez amusant, assez ironique même. Hein. Très peu de gens y vivent, Angoisse, évidemment. Ça donne pas trop envie. C'est pas très avenant. Non. Et voilà, le cercle catholique, la salle de billard. Et je trouvais ça assez ironique. Moi, je trouvais ça amusant, quoi. Et puis là, on retourne le livre, on commence un deuxième. Ce sont des photos plus conceptuelles, plus froides, plus distantes. Et là où je le trouve intéressant, c'est ces scènes pornographiques, mais où les personnages sont habillés. À la limite, il est même plus concis qu'il ne pourrait l'être que s'ils étaient déshabillés. Hein, parce que là, il fait appel à l'imagination du spectateur. Il est aussi franco, aussi franc, aussi. Mais intéressant. Donc il n'y a pas que des peintres qui t'inspirent. Il n'y a pas que des peintres, il y a aussi des photographes. Il y a aussi évidemment le sulfureux Witkin. Lui, évidemment, fait une photo absolument extraordinaire, aussi très étrange. Hein, Et il travaille comme un plasticien, il travaille comme un peintre. C'est des mises en scène, oui, plastiquement, il est aussi complet qu'un peintre. Je trouve ça pourrait se traduire en peinture. Ces monstres de foire sont les héros de son univers. Un peu les parias, les rejetés, les êtres difformes, les monstres qui deviennent ces héros. Toutes ces minorités qu'on ne voit pas. Voilà, tout à fait, c'est paria. Longtemps exploité dans les fêtes foraines. D'ailleurs, je lisais un article sur lui où il s'est occupé d'une... il travaillait avec une jeune Hongroise, une femme tronc. Il l'a mis dans une fontaine, comme ça. Et la fille lui a dit, on ne s'est jamais occupé de moi comme ça, quoi. Le type, évidemment, ça l'a touché quand elle l'a dit ça, mais finalement, il leur donne une existence, une deuxième existence. Finalement. Merci vraiment beaucoup. Et bah justement, tu parlais de Bukowski tout à l'heure, et c'est marrant parce que je termine tous mes entretiens avec une phrase de Bukowski. Si un écrivain n'écrit pas, il est mort. Et oui, alors, il répond, il y a des milliers de gens dans le monde qui bossent sans créer quoi que ce soit. Est-ce que tu veux dire par là qu'ils sont morts? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Pour toi, créer. Oui et non. C'est-à-dire que je lisais l'interview de François Truffaut, que j'aime beaucoup, et qui disait à Léo, à Jean-Pierre Léo, son acteur fétiche, toi ta vie c'est le cinéma, c'est le travail, où tu choisis la vie, où tu choisis ton travail d'acteur, de comédien, je veux dire, on ne peut pas faire les deux, qui dit, ta vie tu la vis à travers le cinéma. À partir du moment où tu choisis, l'idéal c'est de pouvoir alterner les deux bien sûr. À partir du moment où tu choisis la vie, tu deviens spectateur. Tu vis une expérience. Lui voulait dire que l'expérience, sa vie, ses émotions, tout ce qui constituait la vie, il devait la vivre à travers son travail, le cinéma, etc. Et qu'un comédien n'avait pas le temps de vivre, à la limite, en dehors de son quotidien d'acteur. C'est un peu vrai aussi.
je ne sais plus qui disait, je crois que Shakespeare reprochait à un de ses collègues disant ben, tu aimes encore trop vivre, quoi. Donc tu n'es pas encore assez dans ce que tu fais, tu ne... c'est vrai que moi les choses biographiques dont je me sers, etc., c'est des choses où j'ai vécu là, en tant que spectateur, où j'ai vécu la vie, etc. Et puis après, avec un œil rétrospectif, on réexploite le thème, on le met en boîte, on l'exprime. C'est-à-dire que... Mais il faut l'avoir vécu d'abord, c'est vrai. C'est comme Céline disait, il faut mettre sa peau sur la table. Ce qui est gratuit sera gratuit. Il faut être passé par là où on est censé être le narrateur de ce qu'on a été, de ce qu'on a dit, etc. Donc il faut vraiment, il faut parler de ce qu'on connaît. Dire, Mais toi, si demain t'arrêtes de créer, tu penses que tu arriveras à vivre? Non, non, je serais malheureux, évidemment. Je ne conçois pas ma vie en dehors de ça. Je veux dire, vu que c'est vraiment ce qui alimente toute ma vie, le but, c'est aller plus loin et finalement évoluer de manière de plus en plus pointue à travers ce que je fais. Donc, avec de nouvelles expériences, moi je ne conçois pas la vie en dehors de ça. C'est-à-dire que ça n'aurait pas de sens pour moi. C'est-à-dire que j'aurais l'impression de gâcher ma vie. Enfin, mais Bukowski disait, ce n'est pas vous qui choisissez l'art, c'est l'art qui vous choisit. Et il a raison. C'est-à-dire, enfin pour moi.